Chers amis, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence nourrie et nombreuse pour cette conférence que l'Institut supérieur du droit vous propose. Nous avons la joie et le privilège d'accueillir Bernard Stirn qui, je le rappelle, est l'ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État et qui a récemment été élu à l'Académie des sciences morales et politiques, c'est-à-dire à l'Institut de France. Je vais donc vous demander évidemment de lui faire un accueil chaleureux, mais en l'applaudissant, bien entendu. Et aussi vous indiquer quelques éléments biographiques, si tu le permets, Bernard. Je connais ton humilité, mais pas tout le monde ne connaît ton parcours. Cher Bernard Stirn, donc, fils de haut fonctionnaire, de préfet exactement, vous êtes né en 1952 à Caen, où votre père Alexandre se trouvait alors en fonction à la préfecture. Et c'est donc naturellement qu'animé par le sens du service public et celui de l'État, le baccalauréat en poche, après une licence en droit, que vous sortez lauréat de l'Institut d'études politiques de Paris en 1972 et sortez de la promotion Guernica de l'École nationale d'administration en 1976, à l'issue de laquelle vous intégrerez le Conseil d'État comme auditeur, où vous avez d'ailleurs fait l'essentiel, si ce n'est la quasi-totalité de votre carrière. Vous intégrez en 1983 le cabinet de Roger Gérard Schwarzenberg, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, tour à tour commissaire du gouvernement, secrétaire général du Conseil d'État, président de la 7e sous-section du contentieux du Conseil d'État, juge au tribunal des conflits. Vous devenez conseiller d'État en 1992, après avoir été détaché comme rapporteur adjoint au Conseil constitutionnel entre 1986 et 1991. Pas un détachement, c'était en même temps que des activités au Conseil d'État. Parfait, merci pour la rectification. C'est très important de le dire, pour être clair. Membre du jury de l'agrégation de droit public en 1998, vous enseignez aussi bien à l'École nationale d'administration qu'à l'Institut d'études politiques de Paris depuis 1976 pour ce dernier. Vous avez aussi exercé les fonctions de président du conseil d'administration de l'Opéra de Paris et êtes aussi membre du Club des juristes. Enfin, après être devenu président adjoint de la section du contentieux du Conseil d'État de 2002 à 2006, sous l'autorité de Bruno Genevois, si je me souviens bien, enfin en côté plus exactement, vous devenez à cette date président de la section du contentieux. L'ordonnance de référé, le mur, dites monsieur Dieudonné Mbala contre le ministre de l'Intérieur du 9 mars 2014 demeurera probablement l'une des décisions les plus marquantes ou les plus délicates que vous ayez eu à rendre. Last but not least, vous êtes élu à l'Académie des sciences morales et politiques et intégrez ainsi l'Institut de France. Commandeur de la Légion d'honneur depuis 2017, vous êtes aussi commandeur de l'Ordre national du mérite et récipiendaire du prix de la Fondation Henri Texier pour votre ouvrage « Les libertés en question » en 1996, qui va nous occuper d'ailleurs aujourd'hui, après avoir été fait commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2019. Prix du livre juridique décerné au Conseil constitutionnel en 2014, vous êtes l'auteur de non moins célèbres ouvrages tels « La transparence administrative »,« Vers en droit public européen »,« Les libertés en question » bien entendu, « Droits et libertés en France et au Royaume-Uni »,« Le droit administratif français », participé à la rédaction des célébrissimes Grands avis du Conseil d'État aux côtés d'auteurs aussi prestigieux que Mathias Guillaumard, Guy Bréban, Yves Gaudemet, Bruno Lasserre et Noël Lenoir, et rédigé aussi, vous avez eu cet honneur, rédiger la préface des sources constitutionnelles du droit administratif de l'immense regretté Georges Vedel. Merci donc, monsieur l'académicien, cher Bernard, pour l'honneur et l'amitié de votre présence ce jour, pour cette conférence qui, je n'en doute pas, sur le juge et les libertés, sera passionnante. Merci encore, belle conférence à toutes et tous. J'y vais.
Bien, bon. Je vais peut-être parler de vous, parce que ce sera plus facile pour m'entendre. La salle est tout de même assez grande. Et merci beaucoup, Fabrice, de ces mots trop gentils d'introduction. Je suis très heureux de passer ce début d'après-midi avec vous, de découvrir ainsi l'Institut supérieur du droit, une institution récente, mais très dynamique, et dont votre présence souligne qu'elle est très active et efficace. Je crois que l'intérêt de notre rencontre est de pouvoir échanger sur des sujets sur lesquels vous travaillez, de répondre aussi à un certain nombre de questions, d'interrogations que vous pouvez vous poser sur les questions de liberté, plus largement, si vous le souhaitez, sur d'autres sujets, notamment autour du Conseil d'État. Alors, je vais faire quelques réflexions liminaires, et puis ensuite, vous aurez la parole pour que nous puissions avoir des questions et des réponses. Comme je sais que vous avez un cours après, on va essayer de respecter des délais raisonnables, donc je vais peut-être m'exprimer environ une demi-heure de quelques réflexions, quelques points qui me paraissent intéressants de souligner. Puis après, voilà, nous pourrons échanger en essayant de boucler vers 15h30 notre rencontre, pour que vous ayez encore un petit peu de temps pour la suite de la journée. C'est pas bon? Sur la cravate, absolument. C'est pas pour rien qu'on le fait habituellement sur la cravate. D'accord. On le fait. Hop, merci. D'accord, merci. Alors, quelques réflexions sur les libertés, le juge et les libertés. Je voudrais peut-être les faire autour de deux idées, de réflexion principales. La première, pour constater que nous avons connu singulièrement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en France et plus largement en Europe et même au-delà de l'Europe, d'importantes évolutions du droit des libertés. Le droit des libertés s'est diversifié, s'est approfondi, s'est enrichi, se montre aussi plus exigeant de beaucoup de points de vue. Je voudrais rappeler peut-être les points principaux à cet égard. Et deuxième groupe de réflexion sera pour dire que, à partir de ce droit enrichi des libertés, des questions nouvelles surviennent, presque régulièrement, le mouvement n'est pas terminé, des questions nouvelles surviennent qui appellent régulièrement l'arbitrage du juge sur de grandes questions de société pour lesquelles, à côté du législateur, les différents juges sont très largement des arbitres. Alors, premier point, un renouvellement, un enrichissement du droit des libertés. Bien sûr, ce droit n'est pas récent, et il y a eu dans la longue histoire beaucoup de textes essentiels en matière de liberté. On pourrait commencer avec la grande charte de Jean Santerre en 1215, le Bill of Rights, ou la Déclaration des droits de l'homme, un siècle plus tard en France. Néanmoins, je crois qu'il est certain que le droit des libertés s'est affirmé après 1945, largement d'ailleurs en réaction à la Seconde Guerre mondiale, aux dictatures, à la méconnaissance des droits fondamentaux durant cette période. Le droit des libertés s'est affirmé, et en particulier au niveau constitutionnel et au niveau international. Domaines dans lesquels il n'était pas très présent avant 1945, et il s'est beaucoup consolidé sur ces deux appuis constitutionnels d'un côté, international et européen pour nous en Europe de l'autre. Ce qui n'a pas empêché la loi de continuer d'avoir une grande vivacité en matière de liberté. Alors, la Constitution, les constitutions, c'est très frappant de constater qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de pays adoptent des nouvelles constitutions
qui font une place beaucoup plus grande que dans le passé à la garantie des droits et libertés. C'est le cas notamment des pays qui sortent de la dictature, la Constitution italienne de 1948, la loi fondamentale allemande de 1949, toutes deux commencent par un énoncé des droits et libertés. Et en France, la Constitution de 1946 renoue avec une tradition qui avait un peu commencé avec le début de la République. Première constitution avait mis la Déclaration des droits de l'homme en tête de ces articles, mais qui s'était estompé au fil du temps. Les constitutions du consulat, de l'Empire, les chartes de 1815 et même de 1830 étaient très laconiques sur les libertés, et il n'y avait rien du tout dans les lois constitutionnelles de 1875. En 1946 est adopté un préambule qui est d'autant plus important que le préambule de la Constitution de 1958 s'y réfère, et donc l'a incorporé dans notre droit constitutionnel actuel, qui se réfère à la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui lui redonne une véritable place constitutionnelle qu'elle avait eue en 1791, mais qui n'avait duré que jusqu'en 1793, jusqu'à la Constitution montagnarde. Et la Constitution, le préambule de 1946, se réfère également aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Il énonce des principes économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps. Il est un texte développé en matière de droits et libertés. Donc on a un mouvement constitutionnel très très général, en particulier en Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce mouvement a d'autant plus de portée qu'il s'accompagne de l'apparition de juges constitutionnels, de juridictions constitutionnelles qui vont veiller à l'application effective des droits proclamés par la Constitution. Et là, c'est aussi une rupture, puisque jusqu'en 1945, l'Europe ne connaissait pas de cour constitutionnelle, à la seule exception de l'Autriche, où au lendemain de la Première Guerre mondiale, après le démembrement de l'Empire austro-hongrois, la toute nouvelle République autrichienne avait créé une cour constitutionnelle, mais en dehors de l'Autriche, en 1945, il n'y avait aucune cour constitutionnelle en Europe. Et là, on voit l'accord de Karlsruhe, la cour constitutionnelle italienne, on verra en 1958 le Conseil constitutionnel français, et on voit pas la totalité, mais une très grande majorité des pays européens qui ont une juridiction constitutionnelle, et une juridiction constitutionnelle dont le rôle va s'affirmer en matière de défense des libertés. L'exemple français est très frappant à cet égard. À l'origine, le Conseil constitutionnel n'apparaît pas nécessairement comme le garant des libertés. Le professeur Rivero le qualifiait de chien de garde du parlementarisme rationalisé. Et il paraissait plutôt avoir cette fonction, de veiller à ce que les règles de rationalisation du régime parlementaire soient effectivement appliquées. Mais très vite, par sa propre jurisprudence, notamment la décision du 16 juillet 1971 sur la liberté d'association, il va s'affirmer comme un garant des droits et libertés, et le pouvoir constituant, loin d'être mécontent de cette évolution, va la consolider en élargissant sa saisine en 1974 à 60 députés ou 60 sénateurs, et plus encore en créant la question prioritaire de constitutionnalité par la révision du 23 juillet 2008, qui là vient parachever l'édifice. Les QPC portent sur les droits et libertés que la Constitution garantit. Les droits et libertés que la Constitution garantit. On vient de fêter le 10e anniversaire de l'application effective de la QPC, parce que c'est en 2010 que la réforme est effectivement entrée en application, exactement le 1er mars 2010, donc il y a pile 10 ans, et on a pu mesurer le chemin que la QPC avait fait parcourir à la protection constitutionnelle effective des droits et libertés. Il est clair que cette réforme est un véritable succès. Disons qu'elle a rempli les objectifs qui lui étaient assignés, et elle a rapproché le Conseil constitutionnel
constitutionnelle des autres grandes cours constitutionnelles qui ont des dispositifs comparables en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Belgique en particulier. Donc un volet constitutionnel très, très important. Dans le même temps est apparu un autre pilier qui est le pilier international et tout spécialement européen. Pilier international, là aussi c'était une grande nouveauté. Le droit international avant 1945 ne s'est jamais intéressé à la protection des droits et libertés. C'était l'affaire de la souveraineté des États. Chaque État organisait son régime de droits et de liberté. Et aucun texte international ne garantissait les droits et libertés. Et le mouvement va commencer avec l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Déclaration universelle des droits de l'homme qui est adoptée au sortir de la guerre, sous l'influence notamment de René Cassin, très solennellement par l'Assemblée générale des Nations unies, d'ailleurs à sa réunion à Paris, au palais de Chaillot. Et elle est accompagnée de très nombreux traités qui vont garantir des droits fondamentaux, Convention de Genève sur le droit d'asile, sur les réfugiés et les apatrides, puis ensuite les pactes des Nations Unies sur les droits civils et politiques, sur les droits économiques et sociaux, la Convention des droits de l'enfant, le traité créant la Cour pénale internationale, la dimension internationale de la protection des droits fondamentaux, c'est considérablement affirmé, et aujourd'hui est en préparation un pacte mondial pour l'environnement qui viendrait s'ajouter au pacte sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques et sociaux. On voit combien les traités internationaux occupent aujourd'hui une place très importante dans la garantie des droits fondamentaux. Au droit international général s'ajoute pour l'Europe une dimension tout à fait particulière, puisque dans la foulée de la Déclaration universelle des droits de l'homme est créé en 1949 le Conseil de l'Europe, qui a pour objet de garantir la prééminence du droit et le respect des droits fondamentaux, et est adoptée la Convention européenne des droits de l'homme en 1950, qui est un texte qui va peu à peu réunir tous les pays de la Grande Europe, puisque aujourd'hui 47 États sont membres du Conseil de l'Europe, toute l'Europe, jusqu'à la Russie, jusqu'à la Turquie. Il y a un seul pays du continent européen, la Biélorussie, qui n'appartient pas au Conseil de l'Europe, précisément parce que la République de Biélorussie, aujourd'hui, n'a pas un régime suffisamment respectueux des droits fondamentaux. La Biélorussie est candidate à adhérer au Conseil de l'Europe, mais cette procédure n'a pas pu aboutir, et notamment la Biélorussie est le seul pays du continent européen qui pratique encore la peine de mort, ce qui est prohibé dans les règles du Conseil de l'Europe. Et à côté du Conseil de l'Europe, l'Europe communautaire va s'engager sur le chemin des droits fondamentaux, certes pas dès le début. Au départ, les communautés européennes, comme on disait à l'époque, Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Communauté économique européenne, ont des visées plus pragmatiques. Il s'agit de douane, de commerce, d'agriculture, de marché commun. Il ne s'agit pas au départ de garantir les droits et libertés. Mais très vite, la Cour de justice de Luxembourg va développer une jurisprudence protectrice des droits fondamentaux, va d'ailleurs incorporer dans le droit communautaire, qui deviendra le droit de l'Union européenne, va incorporer les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Et là aussi, les États membres, loin de s'offusquer de ces jurisprudences tout de même très créatrices de la Cour de Luxembourg, les États membres vont la consacrer, puisque à partir du traité de Maastricht, plus nettement encore après, avec le traité de Lisbonne, la garantie des droits fondamentaux est inscrite dans les traités aujourd'hui de l'Union européenne, depuis le traité de Lisbonne. Une charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été adoptée en 2000.
à l'époque simple texte déclaratif, important mais déclaratif, ce texte, cette charte, est incorporée dans le traité de Lisbonne en 2007 et elle acquiert par là valeur de traité international. Elle a la même valeur que le traité lui-même, donc elle devient un texte de portée contraignante pour les États membres. Elle reprend largement l'acquis de la Convention européenne des droits de l'homme, mais elle va plus loin, d'abord parce qu'elle a un volet économique et social qui n'est pas présent dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne traite que des droits civils et politiques. Là, il y a également des droits économiques et sociaux. Et puis surtout, c'est un texte plus récent, 1950 pour la Convention européenne des droits de l'homme, 50 ans plus tard, 2000 pour la Charte des droits fondamentaux. Entre-temps, sont apparues des préoccupations en matière de bioéthique, en matière d'Internet, en matière d'environnement, qui ont leur écho dans la Charte des droits fondamentaux et qui par là viennent donner une portée encore plus vaste que le texte, en tout cas de la Convention, même si la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a aussi, par son interprétation dynamique de la Convention, largement incorporé ces droits nouveaux dans les droits garantis par la Convention, même s'ils n'y sont pas expressément énoncés. Donc vous voyez que sous ces deux aspects, constitutionnels d'un côté, international et européen de l'autre, les garanties des droits fondamentaux ont pris une assise tout de même beaucoup plus forte, parce que là on est au sommet de la hiérarchie des normes. Normes constitutionnelles, normes internationales, qui vont s'imposer même aux législateurs. Et donc des instruments de garantie d'autant plus efficaces qu'il y a, on va reparler des cours constitutionnels d'un côté, mais aussi en matière internationale, en Europe, la Cour européenne des droits de l'homme, à Strasbourg, la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, donc des mécanismes juridictionnels qui vont assurer des protections effectives et qui vont faire que ces proclamations sont aussi des garanties réelles du droit des libertés. Alors bien sûr, il ne faut pas être trop idéaliste. Cela ne règle pas tous les problèmes, et spécialement dans l'Europe d'aujourd'hui. On voit bien que les questions de liberté demeurent d'une très grande acuité, d'une très grande intensité. Dans les démocraties les mieux établies, il y a des inquiétudes, la lutte contre le terrorisme, le développement du vivre ensemble, le respect des uns et des autres. Et on voit en Europe des pays qui ont des réactions qui peuvent inquiéter. Dans l'Union européenne, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie dans une moindre mesure, adoptent des législations en matière de liberté de la presse, d'indépendance des juges, qui peuvent inquiéter. Au-delà de l'Union européenne, mais toujours en Europe, dans le Conseil de l'Europe, des États membres du Conseil de l'Europe, comme la Russie et plus encore la Turquie, suivent des politiques où on ne s'y retrouve pas tout à fait en matière de garantie des droits fondamentaux. Et on voit bien que l'Europe est engagée dans une réflexion sur une certaine revitalisation de la démocratie, des garanties des libertés, mais il faut être conscient de ces inquiétudes. Je crois qu'il ne faut pas pour autant négliger tout de même le chemin qui a été parcouru au fond de 1945 à aujourd'hui, en 70-75 ans, un chemin très, très important. Un dernier mot sur cet aspect du droit des libertés, pour dire qu'il n'a pas empêché le législateur national d'être extrêmement actif en la matière. Les parlements nationaux ne se reposent pas uniquement sur les constitutions et les traités ou le droit européen pour garantir les droits et libertés. La loi évolue et notamment elle accompagne
les grandes évolutions de la société. Songez dans notre pays à l'intensité des débats parlementaires et aussi après à une forme d'apaisement une fois que les lois entrent en vigueur sur des sujets comme l'interruption volontaire de grossesse. Tout le monde a l'image de Simone Veil à la tribune de l'Assemblée nationale en 1975. C'est pas si vieux. Et les autres pays ont légiféré sur l'interruption volontaire de grossesse dans la même période. Plus récemment, les débats sur le Pacs, sur le mariage pour tous, ont été des débats extrêmement importants. Et là aussi, on trouve dans les autres grandes démocraties européennes des évolutions législatives tout à fait comparables, tout à fait comparables. Dans quelques semaines, vont reprendre au Parlement, j'espère en tout cas, les débats sur la loi de bioéthique. Et on voit bien combien les débats sur la bioéthique, notamment sur les procréations assistées, soulèvent des interrogations. Et là aussi, il est frappant de voir que les parlements dans tous les pays, dans toutes les grandes démocraties, légifèrent sur ces sujets parce qu'il appartient au Parlement d'accompagner les évolutions de la société. Le Parlement continue de jouer un rôle éminent dans la définition du droit des libertés. Voilà ce que je voulais dire, un premier groupe de réflexion un peu synthétique et général, mais je crois important pour on réfléchit à ce droit des libertés aujourd'hui pour mesurer le socle sur lequel nous reposons, les évolutions qui se sont déroulées, les interrogations aussi qui se présentent. Sans doute vous y reviendrez dans les questions tout à l'heure. Alors je voudrais aborder un deuxième groupe de remarques autour non plus du droit des libertés, mais des grandes questions qui ont progressivement émergé dans l'application de ce droit et qui ont très souvent demandé, au-delà des textes, des constitutions, des traités, des lois, des arbitrages du juge, souvent délicats, sur des questions en partie renouvelées. Alors, je ne vais pas prétendre à l'exhaustivité, parce que là, il faudrait que je passe plusieurs journées avec vous, mais je voudrais peut-être évoquer quelques thèmes, en les classant dans les grandes catégories. Je vois que plusieurs avoir en main les libertés en question, je vous en remercie. Je les ai dans le livre groupés autour des deux thèmes « Vivre sa vie » et « Vivre ensemble ». Vivre sa vie, au fond, ce qui concerne la personne, l'intimité de la personne, et vivre ensemble, ce qui concerne notre vie collective. Alors, sur les questions de vivre sa vie, je voudrais aborder très rapidement, mentionner surtout, mais aussi pour mettre un petit coup de projecteur sur ces sujets, peut-être trois questions qui sont de très grande actualité. Les questions de procréation. Quoi de plus intime que donner la vie, les questions de procréation et aujourd'hui de procréation assistée. Je dirais un peu à l'autre extrémité de la vie, les questions de fin de vie, et d'accompagnement des fins de vie. Et puis les questions qui, sur un autre registre, touchent aussi à notre intimité, la protection de la vie privée au regard des réseaux sociaux, des moteurs de recherche, le droit à l'oubli sur Internet. Là, je crois qu'on a trois sujets qui sont des sujets très forts dans nos sociétés actuelles et qui ne cessent de faire apparaître des nouvelles questions, parfois des nouvelles angoisses, des nouvelles interrogations, qui ont déjà donné lieu à d'assez nombreuses interventions des différentes juridictions,
constitutionnelle, européenne, Cour suprême nationale, des arbitrages, mais aussi un droit qui continue de se construire et d'évoluer. Si on regarde les questions de procréation, et en attendant la nouvelle loi de bioéthique que j'évoquais tout à l'heure, on peut mentionner les débats sur la situation des enfants qui naissent de gestation pour autrui dans des pays qui l'autorisent, alors qu'en France, le législateur a constamment fait le choix, tout à fait délibéré, qui peut se discuter comme tous les choix du législateur, mais après des débats nourris, approfondis, dans l'ensemble des lois de bioéthique, et encore dans celle qui va venir en discussion, le Parlement français a exclu la pratique en France de la gestation pour autrui. D'autres pays, d'autres législations permettent ces types de procréation, et par conséquent des Français y ont recours à l'étranger, et des enfants naissent. Que se passe-t-il ? Eh bien, il y a eu des sujets très importants. Une partie a été tout à fait réglée par les arbitrages de la Cour européenne des droits de l'homme, qui a jugé que dès lors qu'un lien de filiation avec un Français était établi, l'enfant devait recevoir la nationalité française, quand bien même ses parents ont eu recours à un procédé interdit en France. Mais l'enfant, lui, dès lors qu'un lien de filiation avec un parent français est établi, a droit à la nationalité française. Et tant le Conseil d'État que la Cour de cassation ont rendu des décisions tout à fait concordantes qui appliquent cette orientation, disons, donnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Sur ce sujet, la Cour de cassation française a été la première juridiction d'Europe à utiliser la nouvelle procédure ouverte dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, de pouvoir poser une question à la Cour européenne des droits de l'homme. Un protocole à la Convention, le protocole 16, a permis ce dialogue des juridictions nationales, des cours suprêmes nationales avec la Cour européenne des droits de l'homme. Ce protocole est entré en vigueur en 2018, donc le 1er août 2018, et très vite, la Cour de cassation s'est servie de cette arme pour interroger la Cour européenne des droits de l'homme sur la situation, cette fois, non pas de l'enfant, mais de la mère d'intention, ou du parent d'intention, lorsque un enfant naît, alors soit de procédés interdits, comme la gestation pour autrui, soit de procédés tout à fait autorisés, comme les aides médicales à la procréation. Il y a le lien avec le parent biologique, mais il y a aussi très souvent l'autre parent du couple. Quelle est la situation de ce parent au regard de l'enfant? On voit aussi combien ces questions touchent à l'intimité et sont évidemment très très importantes pour les personnes concernées, très très intimes. Et la Cour européenne des droits de l'homme a répondu à la Cour de cassation que le droit national devait, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, garantir un lien avec le parent d'intention, tout en laissant une marge nationale assez importante aux États pour déterminer la manière de faire. Il y a plusieurs manières de faire. Ça peut être l'adoption, ça peut être une inscription à l'état civil sans adoption. Là, la Cour européenne des droits de l'homme a dit c'est aux États de définir la manière de faire, mais la règle est établie. Un dernier mot peut-être sur ces questions je dirais de procréation, pour évoquer aussi le débat qui a une affaire assez médiatisée a donné lieu, de l'insémination post-mortem. Vous avez entendu parler de Madame Gomez. C'était une affaire assez tragique. Un couple, un homme et une femme, jeunes, elle espagnole, lui italien, une trentaine d'années, vivant en France, travaillant tout à fait bien en France, et le mari est atteint d'une maladie très rare,
et les médecins lui disent que ses jours sont comptés, alors qu'il est tout à fait jeune. Ils n'ont pas encore eu d'enfant, et ils tiennent absolument à avoir un enfant. Il y a vraiment un projet parental des deux parents. Une espèce de course contre la montre, contre la mort s'engage. Il suit des traitements qui empêchent une procréation naturelle, donc ils ont recours à une procréation médicalement assistée. Tout est sur le point d'aboutir lorsqu'il meurt. Avant que Madame Gomez ait pu recevoir une insémination. La loi française, ça va être rediscuté dans la loi bioéthique, ça, interdit absolument l'insémination post-mortem. D'autres pays ont des législations différentes, et l'Espagne, pays de Madame Gomez, autorise l'insémination post-mortem dans l'année qui suit le décès, à condition qu'il y ait eu un projet parental certain avant le décès du mari. On voit bien les questions éthiques qu'il y a derrière ces choix. Est-ce qu'il faut interdire complètement une insémination après la mort du mari, ou est-ce qu'on peut, comme l'Espagne, l'autoriser? Toujours est-il que Madame Gomez retourne en Espagne, non pas pour faire du forum shopping, cherchant le meilleur droit applicable, mais c'est son pays. C'est son pays, donc après la mort de son mari, elle retourne en Espagne, et elle demande à l'hôpital parisien qui avait recueilli les paillettes en vue de l'insémination, de les envoyer en Espagne, où, dans l'année qui suit le décès de son mari, il est possible de faire une insémination artificielle. L'hôpital refuse, et en disant non, la loi française ne le permet pas. Et donc je ne peux pas, je refuse. Recours, heureusement qu'il y a entre-temps les procédures de référé qui permettent d'aller vite, et là aussi de faire que tout a pu se régler dans l'année suivant le décès du malheureux mari. Et le Conseil d'État est saisi de la question en référé, et il juge qu'il est vrai que la loi française interdit l'insémination post-mortem, et interdit même aux hôpitaux français d'envoyer des paillettes en vue d'une insémination après le décès du mari. Mais le droit n'est pas complètement un algorithme, un automatisme. Le Conseil d'État dit qu'il faut tenir compte des particularités de la situation. Et dans ce cas particulier, où il y avait un projet parental absolument certain, une insémination qui aurait pu avoir lieu si le mari avait vécu quelques jours de plus, où l'épouse est espagnole et demande au fond à appliquer la loi de son pays, eh bien, dans ce cas particulier, c'est porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée que d'appliquer de manière trop automatique la loi, mais que ce n'est pas des décisions faciles à prendre non plus. C'est dire, dans certains cas, la loi doit ne pas être complètement appliquée. Et c'est ce qu'a jugé le Conseil d'État. Il y a une chose que je ne sais pas, c'est si un petit bébé est né, parce que voilà, les requérants sont parfois un peu ingrats envers leur juge. Nous n'avons pas reçu de Madame Gomez de nouvelles, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, bon, je ne sais pas, mais j'espère que peut-être un petit bébé est né après la décision du Conseil d'État. Voilà ce que je veux dire sur la procréation. Quelques mots sur la fin de vie. Juste pour rappeler, parce que vous la connaissez tous, la tragédie de l'affaire Vincent Lambert, et surtout pour souligner que lorsque cette affaire est arrivée en 2014 devant le Conseil d'État, il y avait vraiment une absence totale de jurisprudence. Et c'est une affaire qui était très difficile parce qu'elle était tragique. Là aussi, c'était un peu comme l'affaire Gomez. Un homme jeune, victime d'un accident de la circulation en rentrant chez lui, qui est dans un coma irrécupérable, et plusieurs années de tentatives de soins, et à un moment où il paraît à l'hôpital, là aussi, que c'est un acharnement thérapeutique, une obstination déraisonnable, pour reprendre les termes de la loi Leonetti, une obstination déraisonnable, donc l'idée d'arrêter les traitements, mais pour, je dirais, que la tragédie le soit jusqu'au bout, une très grave division dans la famille, entre une partie de la famille, dont l'épouse, qui est pour l'arrêt des soins, une autre partie, les parents notamment, qui sont contre l'arrêt des soins, donc une famille très déchirée dans cette affaire.
Et le Conseil d'État a dû prendre parti sur des questions d'interprétation de la loi Leonetti, encore là, une loi importante en matière de fin de vie. Est-ce que l'obstination déraisonnable, l'arrêt de traitement s'applique dans un cas comme celui-là? La loi avait été plus pensée pour les personnes âgées en fin de vie, pas été vraiment conçue au départ pour quelqu'un de jeune victime d'un accident. Est-ce que c'est vraiment un arrêt de traitement? Parce que l'arrêt de traitement signifie en réalité, dans un cas aussi douloureux que celui-là, en fait, d'arrêter d'alimenter et d'hydrater la personne qui ne survit que par une alimentation, une hydratation artificielle, et puis des garanties importantes à prendre. Une affaire qui a donné lieu à une instruction particulièrement développée. Le Conseil d'État a demandé une expertise médicale qui a été confiée à 3 médecins, probablement parmi les plus compétents au monde sur les questions cérébrales, sur le traitement des lésions du cerveau, trois très grands médecins. Le Conseil d'État a demandé l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins, du Comité national d'éthique, de M. Leonetti lui-même. Donc, décision qui a été mûrement pesée, qui a conduit à estimer que on était bien dans une hypothèse d'obstination déraisonnable. Et l'affaire a connu d'assez nombreux rebondissements jusque finalement au décès de Vincent Lambert, à la mise en œuvre l'an dernier de l'arrêt de traitement. Là, tous les juges sont intervenus. Il y a eu des affaires devant la Cour de cassation, affaires revenues devant le juge administratif. Le Conseil d'État a dû restatuer. Des affaires particulièrement difficiles et douloureuses. Et pour terminer de manière plus joyeuse, avec l'aspect vivre sa vie, encore que peut aussi poser quelques angoisses, ces questions auxquelles nous sommes tous confrontés, de Internet, la vie privée, les réseaux sociaux, le droit à l'oubli. Ce sont des questions peut-être encore plus délicates à régler parce que la prise du droit n'est pas évidente sur ces sujets par rapport aux grands opérateurs, aux GAFA qui interviennent à l'échelle mondiale. Le droit national ne peut pas grand-chose, le droit européen un peu plus, mais pas non plus tout. Et la régulation par le droit est assez difficile. Ce que je voudrais juste rappeler, c'est que dans les toutes dernières années, là, y compris une dernière décision du Conseil d'État, c'est en décembre 2019, donc il y a quelques mois à peine, et il y en aura d'autres dans l'avenir. Des positions importantes ont été prises, et qui montrent là aussi l'importance de l'espace européen. La Cour de Luxembourg a été la première juridiction, je crois, au monde à affirmer expressément un droit à l'oubli sur Internet, dans l'arrêt Google Spen, un droit à l'oubli sur Internet. Après, il faut calibrer ce droit avec un autre droit fondamental, et les libertés, c'est souvent des conciliations, qui est le droit à l'information, du public. En tout cas, dans la mesure où les informations sont vraies. Quand circulent des fausses rumeurs, ça, il est plus facile de lutter. Mais encore que ce n'est pas non plus toujours techniquement très facile. Mais bon, il est clair qu'il est possible d'obliger tous les opérateurs du secteur à retirer des informations erronées. Le problème, c'est les vraies informations, des choses qui sont exactes. Et donc, le public a le droit de connaître, c'est la vérité. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de dissimulation, pas d'invention. Mais il y a aussi la vie privée, qui peut être la vie personnelle, affective, sexuelle, qui peut être aussi le droit pénal. Les condamnations pénales, elles existent. Souvent, elles sont publiques. Mais tout de même, on a, dans tous les pays pratiquement, un mécanisme de casier judiciaire. D'abord, au bout d'un certain temps, on efface du casier judiciaire, puis tout le monde n'a pas accès au casier judiciaire. Et l'Internet peut être une sorte de casier judiciaire éternel et ouvert à tous.
et dire qu'il rendrait inutile la législation sur le casier judiciaire. Si on peut retrouver, dès qu'on tape votre nom sur Internet, c'est pas votre cas, mais une condamnation pénale, voilà, qui est peut-être effacée du casier judiciaire, ou en tout cas qui n'est accessible qu'à ceux qui ont accès au casier judiciaire, qui n'est pas évidemment la totalité des personnes. Donc des questions vraiment très, très, très difficiles. Et après l'arrêt Google-Spen, le Conseil d'État français, d'ailleurs comme d'autres juridictions européennes, a reposé une batterie de questions à la Cour de justice de l'Union européenne, à la fois pour essayer de traiter vraiment ces sujets à l'échelle européenne et de manière équilibrée. La Cour de justice a répondu l'an dernier, et elle a bien montré que c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Il faut tenir compte de la nature des informations. Il y a évidemment des informations très protégées, des informations sensibles sans être autant protégées, et des informations plus banales. Il faut tenir compte du temps. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et essayer de faire dans chaque cas une conciliation aussi équilibrée que possible entre le droit à l'information et le droit au respect de la vie privée, qui inclut un certain droit à l'oubli et même un certain droit au secret. Ces questions-là, il est sûr que dans l'avenir, elles vont se développer, et on verra comment notre droit, comment les juges arrivent à les aborder. Voilà, j'en viens, dernier point, alors quelques remarques sur le vivre ensemble, après ces questions qui touchent plus à la vie individuelle. Sur le vivre ensemble, je voudrais peut-être aborder 3 sujets aussi rapidement, pour les signaler plus particulièrement à votre attention, parce qu'ils ont été soit très présents ces dernières années, soit sont porteurs pour l'avenir, je pense, de beaucoup de potentialités. La question de la laïcité, un certain renouveau des débats sur la laïcité, les questions de lutte contre le terrorisme, état d'urgence, renseignement, qui sont, je dirais, malheureusement très présentes dans nos sociétés, aussi dans tous les pays démocratiques. Et puis, enfin, là aussi pour terminer sur une note peut-être plus positive, encore qu'elle suscite aussi des inquiétudes, les questions d'environnement. Voilà, je crois dans le vivre ensemble, je ne prétends pas à l'exhaustivité, mais je crois que ces 3 rubriques sont particulièrement significatives. Alors, la laïcité, ce qui est très frappant de voir, c'est que le débat a été très vif en France, je dirais, de la Révolution à la loi de 1905. Et puis, au lendemain de la guerre de 14, sur la base de la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, il s'était totalement apaisé. De 1919 aux années 80, disons, on n'a plus entendu parler de problèmes de laïcité dans notre pays. Et puis, les évolutions de la société sont telles que ces sujets sont très fortement réapparus. Beaucoup d'interrogations se sont posées autour d'ailleurs du thème est-ce que la loi de 1905 permet de répondre à toutes les questions qui se posent aujourd'hui dans une société comme la France, où la religion musulmane, qui n'était pas là en 1905, a pris la place qui est la sienne. Est-ce que les principes doivent connaître certaines évolutions? Et puis des questions un peu inédites sont apparues. Je crois que ce qui peut dire vraiment aujourd'hui, c'est que l'équilibre de la loi de 1905 permet de donner les bonnes réponses. Permet de donner les bonnes réponses dans l'esprit de la loi de 1905, qui est d'ailleurs beaucoup moins une loi de séparation qu'une loi de liberté. La loi de 1905, c'est la loi qui ancre définitivement dans notre pays la liberté religieuse. Et d'ailleurs, avant l'article 2, qui proclame que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, l'article 1er de la loi de 1905 affirme que la liberté religieuse et dit que la République garantit le libre exercice des cultes. Donc la loi de 1905, c'est une loi qui repose sur ces 2 principes, liberté religieuse
et liberté des cultes garantie par l'État, et séparation des églises et de l'État. Alors, dans ce contexte, se sont posés beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets, je vais en évoquer quelques-uns. D'abord, certaines conceptions un peu ultra-laïques qui a donné lieu à des contentieux. Est-ce que les collectivités publiques ne méconnaissent pas la loi de 1905 en apportant certaines formes d'aide aux religions? Et le Conseil d'État, en 2011, a rendu le même jour 4 décisions qui ont été regroupées pour faire le panorama, 2 concernant la religion catholique, 2 la religion musulmane, pour bien montrer qu'on vivait dans l'esprit de la loi de 1905, qui est même un esprit d'une loi de liberté religieuse et de garantie du libre exercice des cultes. Les 2 affaires catholiques, c'était la restauration par la commune d'un orgue dans une petite église de campagne et la prise en charge à Lyon par la communauté urbaine de Lyon de la réparation de l'ascenseur qui permet de monter à la basilique de Fourvière. Et ces décisions, qui n'auraient posé aucun problème il y a 50 ans, avaient été attaquées dans une conception un peu ultra-laïque. Non, certains soutenaient qu'une commune ne devait pas s'occuper de l'orgue dans l'église ou de l'ascenseur de Fourvière. Et le Conseil d'État a rejeté ces requêtes en estimant que dès lors qu'il y a un intérêt public local, les collectivités publiques peuvent intervenir pour ce genre de travaux sans méconnaître la loi de 1905, sans favoriser un culte particulier. L'orgue, il y a un intérêt touristique, éducatif pour la commune, il sert à l'enseignement de la musique, pas uniquement à célébrer les messes. Et Fourvière, je pense que beaucoup d'entre vous sont montés, amusés d'aller voir après cet ascenseur de la basilique de Fourvière. Ça permet d'aller visiter la basilique, d'avoir cette magnifique vue sur Lyon, où les personnes handicapées ne pourraient pas monter s'il n'y avait pas d'ascenseur. Il y a évidemment un intérêt général qui justifie l'intervention de la communauté urbaine. Et puis les 2 affaires musulmanes, c'était exactement dans le même esprit. Au Mans, les abattoirs municipaux pour l'abattage rituel du mouton. Et puis, à côté de Paris, à Montreuil, un terrain que la ville de Montreuil avait donné à bail pour un loyer symbolique à la communauté musulmane pour la construction d'une mosquée. Eh bien, là aussi, dans les 2 cas, le Conseil d'État a jugé que c'était possible dans le cadre de la loi de 1905. Et d'ailleurs, là, on voit aussi que certains durcissements des positions, cette mise à disposition de terrain pour construire des édifices religieux, selon un système un peu particulier, enfin, de bails qui sont qualifiés de bails amphithéotiques administratifs, a été beaucoup utilisé en région parisienne dans les années 30, parce que, avec la croissance de l'agglomération parisienne, il a fallu à l'époque construire des églises, des temples protestants et des synagogues. Et ce qu'a fait la ville de Montreuil avait été fait dans toute la banlieue parisienne, par les communes autour de Paris, dans les années 30, pour construire un nombre d'églises, de temples ou de synagogues. À l'époque, 0 contentieux. Personne n'avait contesté ces décisions. Et voilà, il y a eu l'affaire de Montreuil, mais ça a permis de clarifier. Sur ces sujets, les débats aussi assez vifs, et on voit aussi, je crois, le rôle apaisant du juge. Le Burkini, vous vous souvenez, dans l'été 2016, le feuilleton du Burkini, et la décision rendue en référé par le Conseil d'État le 26 août 2016. Je dois vous dire que dans ma carrière, que Fabrice a évoqué tout à l'heure, je n'ai jamais vu, autant de journalistes au Palais Royal, au Conseil d'État et sur la place, que le 26 août 2016. Je n'ai jamais vu ça sur aucune affaire, même Vincent Lambert, même Dieudonné, mais vraiment d'assez loin. Il y avait un battage médiatique, non seulement d'ailleurs de tous les médias français, mais il y avait les grandes chaînes américaines, des pays arabes, enfin, télévision du monde entier étaient là. Et je crois que c'est la première fois qu'on a parlé du Conseil d'État français dans les prime time des journaux télévisés américains. Voilà, c'était une affaire, voilà. Et le Burkini, c'était pas une affaire
si difficile que cela. C'est un peu un emballement de l'été 2016. Ceux d'entre vous qui sont familiers du droit administratif ont pu relever que dans l'ordonnance de référé du 26 août 2016, il y a mot à mot une phrase qui est reprise d'un arrêt de 1909 Abbé Olivier sur les pouvoirs de police du maire, qui ne peut intervenir qu'en cas de risque avéré pour l'ordre public. Et l'affaire Abbé Olivier, c'était le Burkini version juste au lendemain de la loi de 1905. Que s'était-il passé dans cette affaire? On était au lendemain de la loi de 1905, et dans une conception un peu ultra-laïque, d'une France qui était divisée encore à ce moment-là, sur le sujet, un maire avait interdit à un prêtre d'accompagner un convoi funéraire, un cercueil, du domicile du défunt jusqu'à l'église, en suivant le cercueil sur la voie publique, bien sûr en costume sacerdotal, avec ses habits de prêtre. Et le maire avait dit non, je ne veux plus voir sur les voies de la commune des habits religieux, voilà, séparation, il n'y a plus de place à ça. Et en 1909, le Conseil d'État, à la requête de l'abbé qui a eu le courage de saisir le Conseil d'État a donné raison à l'abbé Olivier en disant il n'y a aucun risque pour l'ordre public à ce que ce prêtre accompagne en costume sacerdotal. Voilà. Alors c'était la version 1909. Burkini, c'est un peu différent, mais c'est quand même le même esprit, aussi le même esprit, je dirais, une certaine forme de tolérance et de liberté. Il y a eu les questions de crèches de Noël. Est-ce qu'à Noël, il peut y avoir des crèches dans les lieux publics, dans les bâtiments publics? Et là aussi, le Conseil d'État rend des arbitrages assez difficiles, parce que la loi de 1905, pourtant, est assez développée dans l'organisation des liens, des rapports collectivité publique et signes religieux. Là, est absolument muette sur le sujet. Des positions divergentes avaient été prises par deux cours administratifs d'appel, donc vous voyez que le sujet était quand même difficile, et le Conseil d'État a dû arbitrer en introduisant, c'est vraiment une création jurisprudentielle, une distinction entre les bâtiments publics sièges de services publics, où en principe il ne doit pas y avoir de crèche de Noël compte tenu de l'élément religieux, même si la crèche n'est pas uniquement religieuse, mais dans les bâtiments publics, et l'espace public, les lieux publics, les voies publiques, les places publiques, où là, les collectivités publiques peuvent installer des crèches, avec, dans les deux cas, je donne un peu tout en nuance, comme souvent, disons, dans les bâtiments publics, c'est non, sauf s'il y a une tradition locale constante, ou s'il y a un élément culturel, artistique, festif, à la présence de la crèche. Et dans les lieux publics, c'est oui, sauf si c'est un peu de la provocation, le souci de mettre en avant la religion catholique. Donc voilà. Mais bon, des arrêts aussi qui ont assez bien réglé les questions, parce que il s'est quand même, depuis 2016, il y a eu les étés 2017, 2018, 2019, où on n'a plus entendu parler du Burkini, ou vraiment très marginalement. Et les questions de crèche, je crois, aussi ont été réglées par ces arrêts rendus en 2016 par le Conseil d'État. Et puis, dernier sujet, il y a tous les sujets de dissimulation du visage dans l'espace public, la loi de 2010, l'application de cette loi, le fait que, là aussi, les pays européens ont des législations très différentes. Il y a en fait deux pays en Europe, la France et la Belgique, qui ont interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Dans les deux pays, les cours constitutionnels ont accepté cette loi comme conforme à la Constitution, et la Cour européenne des droits de l'homme, dans les deux cas, l'a jugée compatible avec la Convention, tout en reconnaissant une très grande marge d'appréciation aux États. Voilà, on pourrait parler longuement de ces questions-là, c'est, je crois, les points principaux. Quelques mots sur les questions renseignement, terrorisme, état d'urgence, qui ont beaucoup marqué aussi notre pays. Malheureusement, les autres démocraties aussi, tous les pays ont dû, pour lutter davantage avec davantage d'efficacité contre le terrorisme, durcir les législations, créer des moyens supplémentaires. Quelques mots sur la France. Il y a eu l'application de l'état d'urgence pendant 2 ans, de 2015 à 2017. Et dans cette période, il y a eu pour la première fois un droit jurisprudentiel de l'état d'urgence. L'état d'urgence remonte à une loi de 1955 liée à la guerre d'Algérie.
mais elle a été appliquée jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, mais à cette époque-là, très peu d'affaires étaient remontées devant le juge, il n'y avait pas la même sensibilité à ces questions de liberté, et on n'allait pas devant le juge. Il y a vraiment que quelques très rares décisions du Conseil d'État, toute la période 1955-62, où l'état d'urgence est appliqué, il n'y a pratiquement pas de jurisprudence. Et après, il y a eu des applications soit outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie, soit en 2005, quand il y a eu les violences urbaines, l'application, là en métropole, de l'état d'urgence, mais qui était plutôt un peu un électrochoc d'annoncer l'état d'urgence, qui a été peu appliqué, donné lieu à peu de mesures et donc peu de contentieux. Donc vraiment, tout était à construire, et ça a été une période qui a permis d'abord aux législateurs de moderniser la loi de 1955 pour la rendre conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles. Il était clair que la loi de 1955 posait, on rejoint mes remarques du début, vraiment des questions par rapport aux exigences constitutionnelles et aux exigences conventionnelles aujourd'hui. Donc il y a eu un toilettage important de la loi de 1955 pour répondre à ces exigences. Il y a eu des nouveaux mécanismes qui ont été prévus, qui ont été renforcés, notamment et très utilisés alors là, pendant les 2 années, et qui ont permis de contribuer à démanteler des réseaux terroristes, d'assignation à résidence et de perquisition administrative. Et s'agissant de mesures de police administrative, elles ont relevé de la juridiction administrative, avec notamment beaucoup d'affaires de référé-liberté, parce qu'on a vu tout l'intérêt du référé-liberté pour un contrôle rapide, effectif de ces mesures. Et puis en 2017, à la fin de l'état d'urgence, a été adoptée une loi qui a créé un arsenal permanent, différent de l'état d'urgence, mais tout de même des pouvoirs renforcés, les uns relevant du contrôle du juge administratif, notamment ce qu'on appelle les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, qui sont moins astreignants que les assignations à résidence, qui sont quand même des mesures peuvent être assez lourdes pour les personnes qui en sont l'objet, et des mesures de visite domiciliaire qui ont succédé aux perquisitions administratives, qui là ont été placées par la loi sous le contrôle de l'autorité judiciaire, avec autorisation nécessaire du juge des libertés de la détention du tribunal de grande instance de Paris. Dans le même temps, en 2015, le Parlement a pour la première fois en France voté une loi sur le renseignement, qui a encadré l'activité des services de renseignement, bien défini leurs moyens, mais donné un cadre juridique. Alors que jusque-là, le renseignement vivait un peu dans le non-droit, en réalité. Et là, il y a un droit qui est assez puissant, qui donne des moyens importants, mais qui l'encadre. Et la loi a fait un choix que le Conseil d'État ne demandait pas, mais c'était le choix du législateur, de confier le regard du juge au Conseil d'État, et au Conseil d'État directement, au Conseil d'État seul. Et à l'intérieur même du Conseil d'État, à une formation spécialisée. La section du contentieux, elle est divisée en 10 chambres qui ont succédé aux sous-sections de naguère, 10 chambres, plus une sorte de 11e chambre, qui est la chambre du contentieux du renseignement. La loi ayant fait le choix intéressant que le juge sait tout, cette formation de contrôle du renseignement du Conseil d'État est au courant de tout, c'est-à-dire notamment la DGSI lui verse toutes les informations lui sont données, le secret défense ne lui est pas opposable, les membres du Conseil d'État qui y siègent sont habilités à se qualifier au secret défense, mais évidemment, les éléments ne sont pas versés au débat contradictoire. Et là, on voit un équilibre à trouver entre est-ce qu'il faut un juge pleinement informé, et qu'il faut en avoir confiance évidemment, et qui va pleinement informé, va pouvoir exercer pleinement son office, mais évidemment le faire sans que les pièces du dossier soient débattues par les parties. La plupart des séances de jugement se tiennent à huis clos. Il y a un rapporteur public qui là ne porte pas très bien son nom, puisqu'il se prononce pas en public, il se prononce devant les membres de la formation de jugement et eux seuls. C'est un choix qui, dans ce contentieux très particulier, a l'avantage de permettre un vrai contrôle. Dès lors qu'on a confiance dans le juge, même si le juge ne veut pas dire grand-chose. Alors c'est très intéressant, parce que dans le même temps, il y avait, dans l'état d'urgence,
Là, c'était constitué de droit commun, l'état d'urgence. Et moi-même, comme juge des référés, comme beaucoup de collègues à l'époque, j'ai eu des tas de dossiers d'assignation à résidence où j'aurais bien aimé avoir le dossier de la DGSI, pour savoir exactement ce qu'on reprochait à l'intéressé. Mais ça, je ne l'avais pas. Parce que là, on était en contradictoire, et ce qui était versé par l'administration était dans le débat contradictoire, les audiences étaient publiques, bon, voilà. Et donc, il fallait un peu soutirer, et on voyait bien, là, c'est très bien, c'est très important le contradictoire. C'est le juge, il est obligé, le référé permet par l'oralité d'essayer d'en savoir plus un peu de, voilà, puis le débat contradictoire éclaire un peu les choses, mais enfin, à la fin, il y a quand même des zones d'ombre, on ne sait pas tout. Il faut juger sans tout savoir. Pour le renseignement, la formation spécialisée, c'est tout, mais je n'arrête pas de dire rien. Mais enfin, en tout cas, examine ça dans le plus grand secret. Et il a fallu d'ailleurs, quand la loi a été créée, les services de renseignement, ils n'étaient pas absolument enthousiastes. Enfin bon, ils obéissent à la loi. Et je me souviens, je sais pas si c'est une anecdote, il a fallu quand même organiser, mettre en place cette formation. Et alors, dans un premier temps, ils auraient voulu qu'elle siège aux Invalides, parce que là, aux Invalides, il y a des locaux militaires très sécurisés. Bon, voilà. Ça, il y a eu un veto absolu du Conseil d'État. La loi a confié au Conseil d'État le contrôle. Donc, le Conseil d'État, il ne siège pas aux Invalides, il siège au Palais Royal. Et il a fallu aménager des locaux particuliers quand même à l'intérieur du Conseil d'État pour être à l'abri de toute intrusion. J'ai appris beaucoup de choses, on ne s'en rend pas compte, mais n'importe qui peut savoir tout ce qu'on se dit dans cette salle sans aucune difficulté. Et donc il a fallu vraiment des locaux extrêmement particuliers, sécurisés, donc je ne peux pas vous dire exactement où ils sont à l'intérieur du Palais Royal, où très peu de gens peuvent entrer. Voilà. Mais ça permet de fonctionner. Et puis, ouais, je vois que j'étais trop long, mais quelques mots quand même terminer juste sur les questions d'environnement. Les questions d'environnement sont, je dirais, un peu des questions émergentes aujourd'hui dans notre droit. Charte de l'environnement, qui est ajoutée en 2005 à la Constitution, l'accord de Paris, ses vicissitudes, peut-être un pacte mondial sur l'environnement, mais surtout devant les juridictions. Et là, c'est très frappant de voir qu'il y a des décisions très marquantes qui commencent à apparaître. Vous avez dû voir l'année dernière la Cour suprême des Pays-Bas qui a rendu un arrêt extrêmement remarqué en adressant à l'État néerlandais des injonctions en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est une décision extrêmement importante de la Cour suprême des Pays-Bas. Vous avez vu tout récemment la Cour d'appel de Londres qui censure la création d'une piste supplémentaire à l'aéroport d'Heathrow. C'est quand même des décisions extrêmement importantes. Il y a des affaires en cours. Il y a devant le tribunal administratif de Paris ce qu'on appelle parfois le procès du siècle, où là aussi beaucoup d'associations de défense de l'environnement essayent de mettre en cause la responsabilité de l'État pour ne pas avoir pris, selon elle, des mesures suffisantes en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Et on voit bien que là, un peu comme sur les questions d'Internet, et il y a des sujets qui sont des sujets qui ont commencé à émerger, à apparaître, mais qui vont être encore certainement beaucoup plus présents dans les années qui viennent. Voilà, j'aurais voulu être un peu plus bref, mais finalement le sujet était vaste, on a quand même un peu de temps pour échanger, voilà, et pour répondre aux questions sur ce que j'ai dit ou sur d'autres sujets si vous le souhaitez, bien sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Bernard Stirn, pour cette intervention, je n'ose dire complète, en tout cas roborative et absolument passionnante. Terrorisme, minorité, bioéthique, environnement, liberté numérique, le champ des libertés, de la défense du droit des libertés s'étend et devient presque infini. Alors je ne sais pas comment je vais faire après dans le cadre de mon séminaire pour essayer de passionner les étudiants après ce qu'ils ont entendu, ça me semble difficile, mais vous pourrez constater les uns et les autres combien le droit des libertés fondamentales est en prise avec les questions de société, avec les questions contemporaines qui agitent notre France, notre Europe et plus largement le monde en règle générale. Donc je suppose que ça ne manquera pas de susciter chez vous nombre d'interrogations, et avant peut-être que dans une
brève dernière partie, Bernard Stirn se prête au rituel de la signature d'Éticas de la dernière édition de son ouvrage Les libertés en question, en édition clé politique pour ceux qui le souhaiteront. Peut-être quelques interrogations et pour ouvrir le bal, parce que je sais que c'est jamais simple, la timidité saisit toujours les salles dans ces moments-là. J'ai envie de vous poser une question, monsieur le juge, qui est peut-être autant politique que juridique, et ça a été évoqué dans le propos. On voit bien en ce moment que le monde est certes tourmenté par les questions liées à la problématique environnementale, à l'urgence écologique, mais une question aussi plus traditionnelle, plus politique et plus électorale nous taraude, dans le monde entier bien sûr, mais plus particulièrement en Europe. Et du coup, on peut être amené à s'interroger sur l'avenir de la protection des droits fondamentaux et des libertés dans un contexte politique de montée du populisme en Europe. Comment le juge peut tenter d'endiguer peut-être des positions, si ce n'est extrémistes, en tout cas populistes. Et puis, alors on revient à ce vieux débat que j'ai connu peut-être lorsque moi j'étais étudiant dans les années 90, est-ce que le juge ne risque pas de ce fait d'apparaître quasiment comme un opposant, voire un batteur en brèche, si je m'ose dire, de la souveraineté populaire, même si moi je n'aime pas du tout ce débat et je l'estime réglé. Mais j'en crains son retour. Oui, c'est un vaste débat aussi celui-là. Ce qui est certain, c'est que les régimes autoritaires, et spécialement les régimes populistes aujourd'hui en Europe, commencent en général par contester les juges. Par contester et vouloir un peu enfermer les juges. C'était le cas en Hongrie. Le président de la Cour suprême de Hongrie une loi a été bâtie sur mesure pour écarter le président de la Cour suprême de Hongrie. Et d'ailleurs, tant la Cour de justice de l'Union européenne que la Cour européenne des droits de l'homme ont condamné. C'est mieux que la Hongrie avait méconnu le droit de l'Union pour l'une, le droit de la Convention pour l'autre. Et on le voit aujourd'hui en Pologne. Où effectivement beaucoup des réformes ont concerné d'abord le tribunal constitutionnel, qui a été un peu remanié, recomposé de manière à être plus proche du pouvoir, et puis les juges ordinaires, notamment le tribunal suprême polonais. L'Union européenne est intervenue, il y a eu une action en manquement devant la Cour de Luxembourg, qui a conduit la Cour à suspendre la réforme polonaise. La Pologne s'est inclinée, a adopté une nouvelle loi, et là, c'est encore en train de se mettre en place. La Cour de justice, à la fin de l'année dernière aussi, a rendu une décision disant qu'il appartiendrait au tribunal suprême polonais de veiller à l'application de la loi dans le respect de l'indépendance des juges. Même dans des démocraties beaucoup plus paisibles, je voyais il y a 15 jours, je crois, dans The Economist, qu'au Royaume-Uni aujourd'hui, il y a des voix qui critiquent la Cour suprême du Royaume-Uni après les interventions sur le Brexit. D'ailleurs, la première décision, quand elle avait dit le Brexit, ça ne peut pas se décider par référendum seul, il faut que le Parlement autorise le Brexit. Il y a eu, alors là, dans les tabloïds britanniques, beaucoup de critiques de la Cour suprême. Et puis là, le gouvernement de Boris Johnson, il n'a pas été très content de la décision de la Cour suprême britannique qui a jugé illégale la suspension du Parlement pendant 5 semaines et qui a obligé à reconvoquer immédiatement le Parlement. Bon, je ne pense pas que ça aille très loin au Royaume-Uni, mais enfin, il y a des voix qui s'élèvent. Est-ce que ces juges n'ont pas un pouvoir abusif par rapport au Parlement et aux élus du peuple? Et c'est vrai que le gouvernement hongrois, que le gouvernement polonais, ils revendiquent une légitimité démocratique. Ils sont élus démocratiquement, élus même réélus avec de confortables majorités, qu'enviraient bien des gouvernements sortants dans d'autres pays. Et donc il y a une légitimité populaire, évidemment démocratique, et une tension avec la justice. Je dirais juste, si vous voulez continuer à réfléchir là-dessus, je vous invite à lire un très intéressant livre de Yascha Mounk qui s'appelle « Le peuple contre la démocratie ». Le peuple contre la démocratie, qui analyse très bien ces sujets. Oui, ce sont des questions qui vont continuer. Maintenant, ce qui est vrai aussi, et ce qui est un peu rassurant quand même, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui un peu plus de contrepoids, notamment de contrepoids européens. Et on voit bien que, spécialement au sein de l'Union européenne,
la Hongrie, la Pologne savent quand même qu'il y a des bornes et respectent ces bornes, n'entendent pas entrer non plus en conflit avec la Cour de justice, avec l'Union européenne. Et même la Turquie, dans le cadre du Conseil de l'Europe, est tout de même attentive à ce qui se passe à la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Alors c'est des bornes, cas turcs qui sont un peu fragiles, mais qui ne sont pas non plus complètement inexistantes. Voilà, avez-vous d'autres questions? Voilà, au fond de la salle, s'il vous plaît, levez-vous. N'hésitez pas. Parlez fort, parce que on ne vous entend pas, là. Rapprochez-vous, je n'entends pas. Mettez-vous au milieu, comme ça tout le monde vous entendra mieux. Voilà. N'hésitez pas. On est par là. On est entre nous, donc... Vous m'entendez? Ouais. Alors, j'ai une question dans le contexte du mars, qui n'a jamais des droits de la femme. Est-ce que pour vous, lorsque vous avez travaillé sur l'affaire du Burkini, vous avez fait un lien avec les droits de la femme et sa défense? Et plus généralement, est-ce que pour vous, le juge administratif dispose des outils juridiques nécessaires pour garantir une protection contre les discriminations sexistes? Ouais. Alors, bien sûr, hein, vous avez raison, hein, les questions de droits de la femme étaient présentes dans tout le débat sur le Burkini, et dans l'affaire du Burkini. Maintenant, voilà, c'est savoir quand même aussi raison garder autant des pratiques, d'ailleurs c'est ce que la loi de 2010 a entendu réprimer, par exemple, obligeant quelqu'un à dissimuler son visage, ça doit absolument être poursuivi. Là, on était quand même quelques personnes sur quelques plages. Voilà, je crois qu'il n'y avait pas... même si je peux comprendre que le Burkini peut poser question au regard de l'égalité homme-femme. Mais d'abord, je crois que dans toutes les affaires qui sont présentées, il n'y avait pas du tout de sentiment qu'il y avait des pressions très fortes sur les femmes en question. C'était plutôt elles qui souhaitaient le port du Burkini. Et il y avait vraiment cette idée qu'il n'y a pas de police du vêtement dans notre pays. Il n'y a pas de police du vêtement, sauf s'il y a des dangers pour l'ordre public. Le seul endroit où peut-être il y en a eu, mais l'affaire n'a pas venu jusqu'au Conseil d'État, c'était en Corse, à Cisco. Là, il y a eu des violences sur la plage. Là, il y a peut-être des questions d'ordre public. Mais dans les autres plages, non. Voilà. Merci beaucoup pour votre question qui se pose dans un contexte d'actualité et une journée, une problématique à laquelle, à titre personnel, et j'espère que c'est le cas pour beaucoup d'autres, je suis très attaché. J'apporte peut-être une précision, un complément à ce que disait Bernard. Je me souviens, parce que la modestie qui est la sienne, il n'a pas rappelé que c'est lui, dans l'office de ses fonctions, qui avait rendu cette décision. Nous étions trois. Vous étiez trois. C'est la première décision. C'est la première décision de référé qui a été rendue en formation collégiale de référé, parce que la loi initiale avait fait du référé systématiquement un juge unique. Et notamment, l'affaire de Deneuve a montré qu'il fallait quand même, de temps en temps, pouvoir être en référé, donc aller vite, mais être trois. Et la loi a été votée au printemps 2016. Et la première application par le Conseil d'État de cette procédure de formation collégiale de référé, c'est l'affaire du Burkini du mois d'août. Quand j'étais étudiant, on disait juge unique. Je ne sais pas si on enseigne toujours cela dans les facultés de droit. Non. J'ai l'impression que ça fait vieux combattant. Mais je me souviens en effet, dans le cadre d'autres fonctions, avoir amené des étudiants assister à cette décision. Et en effet, j'ai rarement aussi vu autant de monde. Et justement, sur le fond, tu me corrigeras évidemment si je fais erreur, je crois quand même que ce qui différencie, puisqu'il y avait 4 décisions il me semble, Villeneuve-Loubet, La Rochelle et une autre ville en Normandie, de Cisco, c'est la notion de troubles avérés. Ouais. Et qu'on ne pouvait pas se fonder sur une supputation, sur une supposition. Et ce qui avait justifié la décision prise à Cisco, c'est que là, en l'occurrence, il y avait un trouble avéré qui avait été porté à l'ordre public. Et donc, logiquement, la décision devait être rendue en ce sens. Merci pour votre question. Autre chose, mademoiselle, s'il vous plaît, au fond, madame. Levez-vous, s'il vous plaît, n'hésitez pas à parler un peu plus fort. Il y a la loi sur les enfants le don de sperme qui est passé, et le Parlement a fait le choix de partir sur une application assez étrange, à savoir qu'il avait le choix de partir sur un régime semblable à celui des mères porteuses, où les donneurs de sperme seraient interrogés à la majorité de l'enfant pour savoir s'ils étaient d'accord
pour révéler leur identité. Et le Parlement a fait le choix de dire que tout donneur de sperme, dès le don, en fait, consentait à la divulgation de ces données identifiantes à la majorité de l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas là soit une atteinte disproportionnée du coup, au consentement, donc au droit à la vie privée du donneur de sperme, ou est-ce que ça risque pas aussi de porter une atteinte disproportionnée, du coup les donneurs de sperme risquent de se faire moins nombreux et donc il n'y a pas de droit à l'enfant. Mais est-ce que ça risque pas de porter une atteinte disproportionnée à ces femmes qui aujourd'hui n'ont que ce recours-là pour pouvoir procréer? Ouais. Alors c'est un vrai sujet. Et la loi n'est pas définitivement votée. Hein. Elle a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale. Et voilà, elle est en navette. Bon. Et ce sujet-là est très discuté au Parlement. Et je ne sais pas très bien ce qui va sortir in fine du Parlement, parce qu'il y a un peu un choix effectivement entre l'aspiration des enfants à connaître ses origines, que certains risques ça peut présenter aussi, voilà. Et puis ce que vous dites, effectivement, l'anonymat du don, qui est aussi une forme de protection, voilà. Et c'est un débat qui est assez difficile, hein, qui est assez difficile. Et là, je crois vraiment attendre comment ça va sortir, parce que je ne crois pas que le Sénat ait voté le texte de l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc. Et il n'y a pas non plus peu de gens ont des convictions complètement établies. Voilà, c'est un sujet qui peut bouger, ça encore, hein, qui peut bouger. Mais vous avez raison de dire que c'est une question qui est une des questions difficiles de la loi de bioéthique. Ça. Une autre question peut-être, monsieur. Puis madame, et enfin monsieur pour terminer. Bonjour, merci pour cette intervention. Vous avez à plusieurs reprises évoqué cette idée un peu d'arbitre, du rôle d'arbitre que pouvait avoir le juge. Et vous avez également aussi évoqué la proportionnalité. J'aurais voulu avoir votre avis sur ces questions-là, et notamment, est-ce que ça ne peut pas constituer une certaine brèche, ou du moins dans la création par le juge, ou un moyen de se détourner, ou de détourner la législation? Parce que c'est très difficile d'avoir ce curseur de proportionnalité au cas par cas, surtout lorsqu'il y a en cause deux libertés publiques qui peuvent être l'une contre l'autre. Où est-ce qu'on place le curseur? Où est-ce que vous, en tant que juge, vous placez le curseur? Ouais. Merci. Oui, non, c'est une très juste question aussi. Hein, et vous savez, je crois que c'est important que le Parlement vote des... C'est comme ça. Ouais, super. Voilà, vote des règles, il y a la responsabilité du politique. Mais après, même les lois les mieux réfléchies, les mieux faites, il y a une part d'appréciation. Je crois que si vous pouvez, c'est une conclusion qu'on peut tirer ensemble de nos échanges, c'est que sur tous les sujets, voilà, à un moment, heureusement, la loi ne peut pas entrer dans tous les détails, tout prévoir, tout régler. Et puis, le droit, c'est quand même pas, ça n'obéit pas à une forme de robotique. Voilà. Et donc, il y a une part humaine dans l'application du droit aussi. Et par conséquent, il y a besoin, effectivement, et c'est un peu l'intérêt des débats judiciaires. Alors, qu'est-ce qui va éclairer ces débats? C'est le contradictoire. Le contradictoire, y compris la question que vous posiez sur le droit des femmes, ça, chacun peut faire valoir tous ces arguments-là. Il y a un débat contradictoire devant le juge. C'est quand même une des forces de la juridiction. Il y a des parties qui ont des prétentions opposées, qui vont se défendre, des avocats qui vont s'exprimer. Voilà. Il y a le contradictoire. Il y a, pour les affaires délicates, la collégialité, donc un débat. Et puis, il y a les voies de recours à l'intérieur des ordres de juridiction. Et c'est tout ça, je crois, qui, je dirais, donne sa valeur à la parole judiciaire. La parole judiciaire, c'est pas parole d'un juge, c'est une parole qui s'exprime au vu d'un débat contradictoire, après un débat contradictoire, un débat collégial au sein de la juridiction et éventuellement des voies de recours devant des juridictions supérieures. Mais c'est vrai que devant la difficulté de beaucoup de débats de société aujourd'hui, il est vraisemblable que le rôle du juge, qui aussi doit combiner davantage de sources, d'où les conciliations. Parce qu'il y a la loi, mais enfin il y a aussi les conventions internationales, il y a aussi l'exigence constitutionnelle. Donc voilà, il faut combiner tout cela.
ça donne aux juges, effectivement, un poids, une responsabilité qui est parfois très difficile. Honnêtement, l'affaire, c'est vraiment peut-être le plus en conscience à tous ceux qui ont traité, qui était vraiment particulièrement dur, c'était Vincent Lambert. Vincent Lambert, c'était vraiment particulièrement difficile, parce que vous avez une loi très bien faite, la loi Leonetti, et puis après amendée, la loi Claes, une très bonne loi, très bonne loi. Mais évidemment, on ne peut pas régler par tous les cas. Des questions tout à fait inédites, puis quand vous avez une tragédie humaine et la vie d'une personne en jeu, c'est quand même dimension particulière. Les deux dernières questions, très brièvement. Monsieur, madame. Je vous remercie d'abord pour votre intervention. Donc j'ai deux questions. La première, c'est donc en terminologie, c'est sur l'appellation du Conseil constitutionnel. C'est une question que je me suis toujours posée. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Cour constitutionnelle, étant donné que le Conseil, dans l'ancien régime, c'était dans l'ancien régime, les appellations qui avaient du coup conduit au Conseil d'État. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de Cour constitutionnelle? Et puis la deuxième, c'est sur le dialogue des juges. Alors, quel est votre sentiment, ou votre ressenti? Il y a deux questions là. Oui, c'est ça. J'avais dit votre ressenti sur l'interaction entre le juge interne et le juge Le juge européen. Interne et le juge européen. Le juge national. Interaction nationale. Interaction, oui. Non, ça, bon, oui. Bon, sur le premier point, si vous voulez, la dénomination d'origine correspondait au rôle du Conseil constitutionnel, c'est sûr. Aujourd'hui, il est pleinement une Cour constitutionnelle. Bon, les mots ont de l'importance, il ne faut pas non plus exagérer. Voilà. Ça a été imaginé d'ailleurs de le rebaptiser Cour constitutionnelle. Il est une Cour constitutionnelle, c'est sûr. Il s'appelle Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État s'appelle Conseil d'État. Il ne s'appelle pas Cour administrative suprême. Voilà. Bon, donc ça, paraît pas essentiel. Alors le reste, oui, bien sûr. Dans l'ensemble de l'Europe aujourd'hui, il y a énormément d'échanges. Je dirais au moins de trois manières. Il y a des échanges entre les deux cours européennes, la Cour de Luxembourg et la Cour de Strasbourg. Il y a des échanges entre les cours nationales et les cours européennes. Et puis il y a des échanges entre les cours européennes qui aussi regardent beaucoup ce qu'elles jugent les uns les autres. Donc voilà, il y a un dialogue extrêmement intense, au moins sur ces trois registres. Pour encore une question. Vale. Bonjour, je voulais juste vous demander comment savez-vous parfois que telle ou telle notion est un principe ou que telle activité est d'intérêt général? Y a-t-il une part d'opportunité dans la prise de décision du juge? Une part d'opportunité sur le mot, par définition, ne peut pas être juste, parce que le juge ne statue pas en opportunité. Mais il y a une part d'appréciation, oui, une part d'appréciation. Voilà, ça rejoint un peu nos réflexions sur c'est pas automatique, le métier de juge. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Dans une collégialité, tout le monde est forcément du même avis sur un sujet. Il y a, ça a été dit par certains d'entre vous, des conciliations à faire entre des principes, des règles contradictoires, parfois des conciliations, même s'il n'y a pas de contradiction, enfin, des rapprochements. Il y a différents intérêts, en présence, et le juge doit essayer de rendre ce qui, à un moment donné, parce que c'est aussi pour ça que c'est bien la jurisprudence, ça a beaucoup de souplesse. La jurisprudence, c'est quelque chose qui évolue. À un moment donné, dans un cadre juridique déterminé, et au regard des équilibres de la société, à ce même moment, paraît la solution la plus correcte. Mais elle ne s'impose pas comme une vérité mathématique absolue. Une toute dernière question, madame, peut-être pour les autres, je suis preneur de questions sous formes écrites. Je ferai éventuellement suivre, ou en tout cas tenterai d'y apporter des éléments de réponse par moi-même. Merci. Alors moi j'ai lu votre livre, et il y a un passage où vous parlez de l'affaire Outreau. Et je voudrais savoir si ça n'a pas été une faille pour le juge d'instruction et pour les juges en général, si ça n'a pas rejailli sur le rôle et le contrôle quand un juge peut intervenir dans une affaire. Alors, c'est sûr que l'affaire d'Outreau a été assez douloureuse pour la justice, pour le juge en question. Et ça a conduit au moins, si vous voulez, à re-réfléchir. Alors,
certains avaient même imaginé que l'instruction allait disparaître après l'affaire d'Outreau. Ce n'est pas le choix qui a été fait ni par le législateur, ni d'ailleurs par les magistrats qui sont quand même assez attachés à ce que l'instruction soit confiée à un juge, donc un juge du siège, impartial, qui voilà, n'est pas à charge, bon, et donc à garder le système un peu original, il faut reconnaître, du juge d'instruction. Mais ça a quand même conduit d'abord dans la carrière judiciaire, à essayer de ne pas mettre, c'était un peu le cas à Outreau, des juges très jeunes, débutants, tout seuls, dans des cas très difficiles, hein, et à essayer, même si c'est assez difficile à mettre en place, d'avoir, pour les affaires les plus délicates, des formations collégiales d'instruction. Pas un juge tout seul, si on retrouve un peu la même idée, mais voilà, une collégialité, une chambre de l'instruction qui pourrait mener les investigations. Voilà. Et je dirais quand même qu'aujourd'hui, enfin en tout cas pour les affaires criminelles, j'entends plus tellement de contestation de principe du juge d'instruction. Maintenant, c'est sûr qu'il est quand même, je crois, très important de veiller à la fois à la formation, à l'absence d'isolement, parce qu'un juge vraiment tout seul, surtout s'il est un peu débutant, c'est quand même difficile. Et voilà. Et au moins qu'il soit dans une juridiction où il y a des collègues expérimentés qui peuvent parler. Voilà. Et dans un monde un peu idéal, peut-être des formules où il y aurait, ça va faire difficile, 3 juges d'instruction et pas un seul. C'est le cas dans certains dossiers. D'accord. Et ça a permis à ce moment-là de renforcer le contrôle du juge quand il peut intervenir dans certaines affaires. Voilà. Ou au contraire, est-ce que ça l'a plutôt, porté atteinte à son autorité judiciaire? Non, je crois pas. Vous savez, le pouvoir du juge d'instruction, ils sont considérables. Hein, sur les juges d'instruction a des pouvoirs coercitifs. Alors, c'est vrai qu'il a perdu le mettre d'emprisonner. C'est passé par son collègue juge des libertés de la détention pour emprisonner, ce qui est aussi une forme d'équilibre et aussi de dialogue entre juges. Le juge d'instruction, il devrait aller voir son collègue. Alors, je pense que, mais voilà, le collègue, il se parle. C'est aussi une réponse, hein, à l'affaire d'Outreau. Et je crois que ça a plutôt, de manière consolidée quand même, plutôt le juge d'instruction, je crois. Merci beaucoup. Nous allons bien entendu remercier Bernard Stirn pour avoir eu l'amabilité de venir nous donner cette conférence passionnante. Je voudrais simplement vous livrer 2 citations qui sont extraites de son ouvrage « Les libertés en question » et 2 auteurs, je ne dirais pas que j'aime bien, je dirais que je chéris, mais que tout juriste ou littéraire devrait chérir, qui sont dans l'exergue dans son ouvrage. Pour la première réflexion, c'est une réflexion d'ailleurs assez kantienne, dans la lignée donc, du siècle des Lumières. La liberté politique ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Dans un État, c'est-à-dire dans une société où il y a des lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on doit vouloir. Ça rappelle aussi le positivisme juridique de Kelsen, hein, et à ne pas être contraint de faire ce que l'on ne doit pas vouloir. La liberté est de faire ce que les lois permettent. Vous aurez reconnu évidemment Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède de Montesquieu, dans De l'esprit des lois, grand 2, 11e point. Et enfin, une citation peut-être un petit peu plus littéraire qui vous amènera vers d'autres réflexions plus globales. Alors lui, je l'adore. La mode est aujourd'hui, désolé de le dire, la mode est aujourd'hui d'accueillir la liberté d'un rire sardonique, de la regarder comme une vieillerie, tombée en désuétude avec l'honneur. Je ne suis point à la mode. Je pense que sans la liberté, il n'y a rien dans le monde. Je ne cesserai de proclamer ses droits. François-René de Chateaubriand, mémoire d'outre-tombe.